Notre mot du jour, c'est le mot équation. Ah, les équations. Sans elles, les mathématiciens seraient bien démunis face à l'inconnu. Et l'histoire est là pour nous le rappeler. Portrait d'une inconnue. C'est un très joli titre, vous ne trouvez pas? Un titre très évocateur. Parfait pour la poésie ou la peinture. Un titre intemporel aussi. Ah, mais pas en mathématiques. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'en mathématiques, l'inconnu est une notion qu'il n'a pas toujours été si simple d'utiliser. Longtemps, ce fut même un mot impossible à prononcer, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à ce que les savants arabes osent l'affronter. L'inconnu. Avant eux, quand on cherchait à déterminer une valeur numérique, comme par exemple la longueur de la diagonale du carré en fonction de celle d'un côté, on procédait par égalité. La valeur qu'on cherchait était un peu vue comme le sommet d'une montagne que l'on gravissait pas à pas, en déterminant par exemple des quantités intermédiaires qui permettaient de s'approcher de la solution. Et puis vint Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi, un savant, mathématicien et astronome vivant à Bagdad au IXe siècle de notre ère. Il est l'auteur d'un ouvrage fondateur, intitulé Kitab al-Jabr wal-Muqabala. Algèbre. Oui, vous avez bien entendu, algèbre. Algèbre. Notre mot algèbre vient de là. Ce livre est en effet le premier traité d'algèbre jamais écrit. Il est aussi l'ouvrage dans lequel, pour la première fois, on ose attaquer de front la question de l'inconnu d'un problème. Plutôt que de tourner autour, de s'en approcher à petits pas à l'aide d'égalité comme autrefois, on choisit de glisser directement l'inconnu dans les calculs. On l'appelle alors la chose, tout en s'autorisant à la multiplier par 2, à lui ajouter 5, voire à la multiplier par elle-même, et cela c'est proprement révolutionnaire. La notion d'égalité, dans laquelle la quantité inconnue était d'un côté et une valeur numérique de l'autre, cède désormais la place à celle d'équation. Et qu'y a-t-il de tellement remarquable, de tellement intéressant dans cette notion d'équation? Eh bien ceci, que de part et d'autre de l'égalité, on trouve notre inconnu ajouté, soustraite, multiplié, bref, mélangé à des valeurs numériques. Et maintenant que nous l'avons, notre équation, il reste à essayer de la résoudre, bien sûr. C'est-à-dire à se pencher sur les moyens possibles pour isoler l'inconnu dans l'équation afin d'en déterminer la valeur numérique. Un petit exercice qui ne vous est sans doute pas étranger. Au début donc, nous l'avons dit, l'inconnu était désigné comme la chose. C'est qu'on n'en était pas encore à l'écriture synthétique d'aujourd'hui. Par exemple, le signe d'égalité, que l'on représente maintenant sous forme de 2 barres horizontales, n'a été inventé qu'en 1577. Et puis l'inconnu, pour cesser de s'appeler la chose, devra attendre le XVIIe siècle. C'est Descartes, en effet, qui aura l'idée de la désigner par la lettre X. Une idée qui fera florès. Une de plus, monsieur Descartes. Au XIXe siècle, lorsque les mystérieux rayons cathodiques seront étudiés, on les rebaptisera rayons X. Et aujourd'hui, les X-Files sont là, comme pour faire vivre encore dans nos esprits ce lien très fort existant entre une lettre et ce qui est caché, ce qui est à découvrir si on l'ose, ce qui est inconnu. Péché mignon des mathématiciens, les équations sont aussi très utiles pour les constructeurs en tout genre. Petite visite chez les compagnons charpentiers. Alors Régis Cronier, vous dans ce dispositif-là, vous y voyez non pas des briques et du bois, mais une équation. Il y a donc une masse qui repose sur un support. Cette masse est donc attirée par l'attraction de la Terre vers le bas. Elle exprime donc une force qui s'appelle le poids sur le support. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Rien de révolutionnaire. Et il faut imaginer que s'il y avait des gens à la place des murs au bout de la planche, il faudrait qu'ils retiennent la planche pour ne pas qu'elle tombe. Le but étant que tout ça reste en équilibre, effectivement. Là, rien ne bouge, tout est en équilibre. Donc, on a en fait une égalité entre le poids et puis les deux forces qu'on appelle de réaction des murs pour que tout ça tienne et que ça ne bouge pas. Donc c'est une équation de force. C'est une équation de force, voilà, qui se résume en mathématiques à une équation vectorielle. D'accord. La force donc agissante, la première qu'on observe, elle s'applique en un point qui s'appelle G
qui est le centre de gravité. Donc si on néglige la masse de la poutre, ça va être le centre de gravité de la masse. Et donc, le poids des briques, toutes seules. Et donc la Terre attire cette masse vers le bas de façon verticale, comme ceci. Ça, c'est la force agissante. Maintenant, en réaction, les deux murs vont exercer une force de réaction de sens contraire. Alors, notre équation. L'équation. Voilà, donc l'équation qu'on en retire, c'est celle-ci. On a donc P plus la force R1 plus la force R2 qui est égale à 0, le vecteur nul. P, on le connaît, le poids, on le connaît, puisqu'on connaît notre masse. R1, on ne la connaît pas, et R2 non plus. D'accord, donc là, qui dit équation dit a priori inconnu. Là, nos deux inconnus, c'est R1 nos et deux R2. inconnus, voilà, c'est R1 et R2, c'est ce qu'on cherche. Malheureusement, d'un point de vue mathématique, maintenant, utilisons les mathématiques, d'un point de vue mathématique, il nous faut une seule inconnue par équation. Autant d'équations que d'inconnus, en tout cas. Voilà. Et là, on a une équation et deux inconnus. Voilà, donc là, voilà, cette équation-là, on ne peut pas la résoudre telle qu'elle, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'en sort, le physicien a élaboré un autre raisonnement. On va considérer que la planche est en rotation autour d'un axe qu'on va prendre sur le mur. Donc, vous avez une force qui va faire tourner la planche dans ce sens-là, et puis l'autre force qui va la faire tourner dans l'autre sens. Et puis, les deux forces s'équilibrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les moments. Alors, un moment, c'est tout simplement la possibilité pour une force de faire tourner un solide autour d'un axe. Et on mesure, on calcule ce moment à l'aide de l'intensité de la force et de la distance de son point d'action par rapport à l'axe. On va donc avoir le poids comme ceci, mais puisqu'on a équilibre, hein, ça ne bouge pas parce que à une autre distance, il y a la force R2. Mais la force R1, vous en avez fait quoi? Celle d'ici, là? Celle-ci, on n'en parle pas dans ce cas-là, quand on prend l'axe de rotation ici, parce que toute force qui agit sur l'axe de rotation ne fait pas tourner. Donc on la néglige. Pour la rotation, elle est nulle. Il n'y a pas de rotation. Oui, évidemment, si on agit sur l'axe, ça ne peut pas bouger. Hein, imaginez une porte, si vous tirez sur la porte comme ceci, vous ne la faites pas tourner. Si vous poussez, c'est pareil. En revanche, si vous appuyez comme ceci, sur le côté, ça marche. D'accord. Et alors là, quelle est votre deuxième équation là? Et alors là, à partir de là, je peux obtenir une équation, et cette fois-ci, il y aura une seule inconnue, puisque R1 a été évincé. Hein. L'intensité P multipliée par la distance entre le point d'action et l'axe, donc on va appeler D, moins, parce que ici R2 fait tourner dans l'autre sens, donc on met un signe moins. D'accord, c'est pas le même sens, donc c'est pas le même signe. C'est pas le même sens, donc c'est pas le même signe. Donc moins R2 fois la distance entre le point d'action de R2 et l'axe, on va l'appeler D' par exemple. Ceci, c'est encore égal à 0, puisqu'on a l'équilibre, la planche ne tourne pas. On a réussi à enlever une inconnue et à obtenir une équation avec donc une seule inconnue. Donc cette équation-là, on va pouvoir la résoudre facilement. Par les mathématiques. De celle-là, vous déduisez R2, vous mettez R2 là-dedans et vous en déduisez R1. Et on peut en déduire R1. Alors, et vous pouvez construire vos murs en fonction. Voilà, c'est ça. Et on a résolu le problème. Maintenant, on ne pouvait pas y échapper. Une équation, ça se résout. Mais avec l'aide de Pierre, ça devrait bien se passer. Un système d'équations, c'est plusieurs équations à résoudre en même temps. Voici par exemple un système d'équations du premier degré à deux inconnus. X plus 2y égale 7, 3x moins 5y égale moins 1. Résoudre ce système, c'est trouver si elles existent, une valeur de x et une valeur de y qui vérifient simultanément les deux équations. Il y a pour cela plusieurs méthodes. Utilisons la méthode de substitution. Substituer, c'est remplacer. C'est pourquoi on exprime x en fonction de y à partir de la première équation et on reporte cette expression dans la seconde équation. Voici ce qu'on obtient. 3 facteur de 7 moins 2y moins 5y égale moins 1, soit en développant 21 moins 6y moins 5y égale moins 1, d'où moins 11y égale moins 22 et y égale 2. Et en remplaçant y par 2 dans l'expression de x,
on a x égale 7 moins 2 fois 2 égale 7 moins 4 égale 3. Le système admet donc une unique solution, x égale 3 et y égale 2. Mais tous les systèmes ne possèdent pas une solution unique. Certains systèmes possèdent une infinité de solutions. C'est le cas par exemple du système suivant. X plus 2y égale 7, 3x plus 6y égale 21. Toujours avec la même méthode de substitution. On va trouver x égale 7 moins 2y et 0y égale 0. Or, cette dernière relation est vérifiée quel que soit y. Le système a donc une infinité de solutions. Par exemple, si y égale 0, on trouve x égale 7. Si y égale 2, on trouve x égale 3. Mais un système peut aussi n'avoir aucune solution. C'est le cas, par exemple, lorsque x plus 2y égale 7 et 2x plus 4y égale 0. En remarquant que 2x plus 4y est le double de x plus 2y. On voit bien que le système ne serait possible que si 2x plus 4y valait 14. Or, il vaut 0. Ce système n'a donc aucune solution. Pour revenir à l'idée de système d'équations, ce n'est jamais que l'expression mathématique d'un problème. Il y a donc des problèmes qui ont une seule solution, d'autres qui n'en ont aucune, et d'autres encore qui en ont plusieurs. Équation du premier degré, équation du second degré, système d'équations et équation des 4 saisons. Ça vous dirait? Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais vous avez devant vous 2 belles équations à 3 inconnus. Le poids d'une patate, le poids d'une tomate et le poids d'une clémentine. Parce que chez moi, tous les légumes sont calibrés. Le secret avec les équations, c'est de toujours conserver l'équilibre. Ici, par exemple, je peux diviser par 2 de chaque côté. Il me reste une pomme de terre, une tomate et 2 clémentines. De ce côté-ci, je peux remplacer ma pomme de terre par sa valeur en clémentine et en tomate. Ici, je peux soustraire 2 clémentines de chaque côté et je divise par 4. Il me reste une tomate et 2 clémentines. Je reporte la valeur d'une tomate en clémentine ici et j'ai le résultat de mon système d'équations. Une tomate vaut 2 clémentines, une pomme de terre vaut 4 clémentines.